Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la disparition de Paige Birkfield, une jeune femme de 34 ans. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis, qui commence en 2007. Et cette jeune femme donc va disparaître. Elle a deux ex-maris, donc ces deux ex-maris vont être rapidement suspectés. Sauf que l'histoire est peut-être un petit peu plus compliquée que ça. On va au cours de l'enquête se rendre compte que cette jeune femme menait une double vie et que c'est peut-être bien cette double vie qui l'a menée à la mort. Paige Birkfield va disparaître le 27 juin 2007. C'est sa maman qui raconte ça en fait. Elle passait cette journée avec Ron, qui est son premier mari, parce qu'en fait Paige Birkfield, donc elle avait deux maris. Le premier avec qui elle est restée pas très longtemps, qui était un petit peu son amour de jeunesse, son premier amour, donc lui c'est Ron. Attention parce que dans cette histoire c'est un peu compliqué, tout le monde s'appelle un petit peu pareil, avec des noms, que ce soit des prénoms, des noms de famille, c'est un petit peu similaire, donc il va falloir bien suivre. Donc ça c'est son premier mari, il s'appelle Ron, donc effectivement ils sont séparés depuis bien une bonne dizaine d'années, même bien un peu plus. Et elle s'est remise avec lui récemment, et étant donné qu'ils habitent à 400 km de différence, ils se voient en général au milieu du chemin pour que ce soit plus facile pour tous les deux, pour qu'ils aient moins à rouler. Et en général ils pique-niquent, ils se baladent un moment, donc c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. Ils ont pique-niqué, ils ont passé un bon moment ensemble, et ensuite elle est rentrée chez elle et lui est rentré de son côté. Elle a appelé son ex-mari Ron vers 21 h. La géolocalisation dira qu'elle n'était pas très loin de son domicile. Ils vont discuter que quelques instants, hein, ils vont échanger quelques mots, et elle va lui promettre de le rappeler un petit peu plus tard lorsqu'elle sera rentrée à la maison. Paige ne rappellera jamais son ex-mari et actuel compagnon, hein, je vous le rappelle. Elle ne le rappellera jamais ce soir-là, donc c'est assez étonnant parce que c'est pas dans les habitudes de Paige de dire je te rappelle et de ne pas le faire. Il va donc tenter de la rappeler, il va directement tomber sur son comebox, il va se dire ce soir-là qu'en fait elle avait peut-être plus de batterie. Il va tenter le lendemain, donc le lendemain on est le vendredi, il va tenter de la rappeler, même chose, dès qu'il appelle il tombe sur son répondeur. Lorsque le samedi, il n'arrive toujours pas à l'appeler, et que lorsqu'il appelle finalement sur le numéro fixe de la maison et qu'il tombe sur la fille de Paige, là il commence vraiment à se faire du souci. C'est la nounou qui s'occupe des enfants. Elle n'est pas rentrée depuis jeudi, donc elle n'est pas rentrée depuis leur rendez-vous. Donc là c'est vraiment la grande inquiétude. Les enfants de Paige, c'était vraiment toute sa vie, vraiment toute sa vie tournait autour de ses enfants, donc directement ça étonne son ex-mari. Très rapidement, Ron, donc son premier mari, qui comme je vous le rappelle n'est pas le papa des trois enfants, va tout de suite être suspect numéro 1 dans cette affaire. Il a passé la dernière journée avec Paige, hein, la dernière journée avant qu'elle disparaisse, ils l'ont passé ensemble. Pour l'instant, de l'entourage de Paige, c'est le dernier à l'avoir vue vivante. Donc clairement pour la police, c'est un suspect. D'autant que, comme je vous le rappelle, lorsqu'il y a des disparitions ou des meurtres, la police commence en général par l'entourage, l'entourage proche, la famille et les amis proches. Donc rapidement, pas que le premier ex-mari, mais les deux ex-maris vont faire figure de suspects dans cette affaire. Les amis de Paige, eux, sont assez méfiants avec le premier mari de Paige qui s'appelle Rob Dixon, et c'est pas quelqu'un qu'ils apprécient plus que tant, donc c'est lui qui fait un petit peu dans la famille et dans l'entourage proche de Paige figure de suspect numéro 1. On pense pas trop à Ron parce que elle vient de se remettre avec lui, c'est vraiment son amour de jeunesse, elle est très heureuse de s'être remise avec, et c'est comme deux adultes qui auraient la maturité de la vie et qui se remettraient ensemble et qui auraient eu le temps finalement de changer ce qui n'allait pas avant. Donc cette relation, elle était de l'avis de tout le monde, elle était saine, ils étaient très heureux d'être ensemble, donc personne dans l'entourage en fait ne soupçonne Ron. La famille est un peu perdue, ils savent pas où chercher. En tout cas, ce qu'ils sont sûrs, c'est que Paige n'est pas partie d'elle-même. Ils sont persuadés qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, qu'elle soit séquestrée quelque part, ou alors encore
pire et je crois qu'ils n'osent pas trop y penser qu'elle est morte. Parce que vraiment ces enfants c'était toute sa vie, comme je vous l'ai dit, ouais, sa vie elle tourne vraiment autour de ces trois enfants qui sont sa fierté. C'est vraiment très dur pour tout le monde dans cette famille et dans l'idée de ne pas en rajouter aux enfants de Paige, le frère de Paige qui s'appelle Craig et sa femme Kelly vont très rapidement venir habiter dans la maison de Paige pour pouvoir s'occuper des enfants et éviter de leur changer le décor pour qu'ils se sentent encore dans ce cocon, dans cette maison où ils ont grandi. Donc après ils vont faire des recherches hein, un petit peu partout, mais franchement, ils n'ont pas de piste, ils ne savent pas où chercher, ils ont vraiment aucune idée. Quelques jours après, c'est donc le 1er juillet, on est quelques jours après la disparition de Paige, vers 22 h, la police va être appelée, quelqu'un va appeler le 911 pour prévenir qu'une voiture est en feu sur un parking. La police se rend donc rapidement sur place et constate effectivement qu'il y a une voiture en feu. C'est une Ford Focus en fait. Là on est à peu près à 3 km du domicile de Paige et la voiture va rapidement être identifiée comme celle de Paige. Par contre la voiture est vide, il n'y a rien, enfin il y a en tout cas pas de corps dans cette auto. Ce que la police va conclure de cette découverte, c'est que probablement Paige a été victime soit d'un enlèvement, mais en tout cas, ouais, probablement d'un crime. Et que la personne qui s'est débarrassée de cette voiture voulait faire disparaître un maximum de preuves avec le feu, en fait, faire disparaître des empreintes digitales ou de l'ADN par exemple. Il y a une certaine forme de... ouais, pas d'intelligence, mais en gros, on veut faire disparaître des preuves par cet acte en mettant le feu à cette voiture. Comme je vous l'ai dit dans cette affaire, c'est les deux maris, donc l'ex-mari, le premier ex-mari de Paige qui va être en premier suspecté, donc c'est lui qui a passé la journée du 27 juin avec elle, qui est probablement la dernière personne de l'entourage à l'avoir vue, mais le deuxième mari, lui, a aussi, je sais pas comment dire, un peu il peut aussi faire figure de suspect parfait. Son second mari, Rob Dixon, lui est suspecté parce que il a toujours eu un petit peu... C'est un homme qui est décrit par la famille de Paige et par ses amis comme quelqu'un d'un peu soupolé. C'était quelqu'un qui pouvait être colérique, qui était des fois un petit peu hautain, qui était un petit peu moqueur, qui avait un air condescendant. Donc c'était pas forcément quelqu'un qui était apprécié de l'entourage de Paige. Et puis il avait été connu pour avoir été un petit peu violent avec sa femme. Ils s'étaient rencontrés en 97, au moment de leur rencontre ça allait tout bien, il était en affaires avec son père, les affaires étaient florissantes, l'argent rentrait bien, et puis un petit peu après, ils ont acheté leur maison, les affaires ont commencé pour Rob à être un petit peu moins florissantes. En fait il avait surtout tendance à dépenser plus que ce qu'il gagnait et à dépenser très très vite, il était assez extravagant, il aimait bien le luxe, et puis il n'avait pas un très très bon rapport avec l'argent. Une autre chose, c'est que elle, quand Rob va commencer à avoir un petit peu des problèmes d'argent, quand elle va commencer à voir que certaines factures ont de la peine à être payées, elle va ouvrir une école de danse pour les petits, une école de danse parascolaire qu'elle va appeler Brain Dance, et à côté elle est représentante pour des articles de cuisine, des ustensiles de cuisine, mais au niveau professionnel, des ustensiles de cuisine pour les chefs, des choses comme ça. Elle est très bonne vendeuse. Par contre, lui va continuer d'investir dans des investissements, mais tout l'argent qu'il investit finalement, ce sont des fiascos, ça mène à rien. Donc les caisses du couple, en tout cas les caisses sont vides. Du côté de Rob, ça se passe pas bien et l'ambiance dans le couple n'est pas très bonne. D'autant que en 2006, il y a un premier appel de Paige au 911 pour dire que son mari l'a menacée de mort. En fait, elle a voulu quitter son mari et il lui a dit qu'il allait rentrer et qu'il allait buter tout le monde, en fait, selon ses mots, qu'il voulait la tuer et tuer ses enfants. Donc elle a appelé la police est venue assez rapidement sur place, la situation s'est décantée assez vite et il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée, l'affaire en est restée là.
Un an plus tard, Paige appelle à nouveau la police, appelle à nouveau le 911 et là c'est un peu plus grave, il l'a poussée assez violemment, elle est tombée au sol alors qu'elle avait son bébé dans les bras, donc là la police revient à nouveau au domicile du couple et là l'affaire ne va pas en rester là, il va devoir suivre un cours pour apprendre à gérer sa colère. Donc il est connu pour avoir un comportement un petit peu violent, en plus si la police est venue sur place, donc il y a des traces de sa violence, donc rapidement il va être suspecté. Ils ont divorcé 10 ans après 10 ans de mariage. En 2006, c'est vraiment la fin du couple, le couple va donc se séparer et Rob Dixon, lui, va partir vivre à Philadelphie, donc c'est à peu près à 3000 km de Grand Junction et c'est d'ailleurs l'endroit où se trouvait Rob le soir de la disparition de Paige. Cet alibi, on n'en sait pas grand chose, donc ça n'a pas été publié vraiment ce qu'il faisait ce soir-là, mais on sait que c'est un alibi dit béton, c'est un alibi qui est vraiment retenu par la police. Donc gentiment les deux maris, les deux ex-maris ne vont plus faire figure de suspect. Comme je vous l'ai dit, le frère et la belle-sœur de Paige vont aller habiter dans sa maison pour pouvoir s'occuper de ses 3 enfants et leur éviter finalement de changer, de devoir sortir de leur cocon, de leur maison. Ils ont déjà vécu un fort traumatisme avec la disparition de leur maman. Mais donc son frère et sa belle-sœur vont constater que l'ordinateur portable de Paige se trouve toujours à la maison et que la police ne l'a pas saisi et n'a pas saisi les informations qu'il pouvait peut-être y avoir à l'intérieur. Ce serait bien quand même qu'ils s'intéressent à cet ordinateur portable qu'il leur est amené par donc le frère de Paige et sa femme. L'analyse de l'ordinateur de Paige va révéler qu'elle menait effectivement une double vie, qu'elle avait une activité d'escorte et qu'elle était inscrite sur quelques sites ou plusieurs sites d'escorting dits de luxe où elle vendait ses services sous le nom de Carrie. Cette activité d'escorting n'est connue d'aucun des membres de sa famille ou de son entourage, ni ses amis, ni son frère, ni sa famille n'étaient au courant de ça. Alors c'est pas facile pour eux quand ils vont apprendre effectivement que Paige avait cette activité d'escorting, mais ils ont décidé de respecter ça et finalement de passer dessus et de pas s'attarder là-dessus. Mais il est tout à fait probable que l'un de ses clients l'ait tué en fait. Une chose est certaine, Carrie avait beaucoup de dettes. Suite à son divorce, les traites pour sa maison c'était à peu près 6 000 $ par mois, ce qui est énorme. Et son mari lui versait une rente de 500 $ par mois, donc elle avait énormément d'argent à sortir tous les mois. Donc sa famille pense, et tout le monde pense, et je pense aussi qu'elle avait, elle avait cette activité d'escorting pour pouvoir payer ses factures qui étaient, qui tombaient tous les mois et qui étaient des gros montants. La belle-sœur de Paige, elle a également une explication. Lorsque Paige était étudiante à Denver, elle était stripteaseuse et cette activité lui ramenait énormément d'argent. Selon sa belle-sœur, c'était à peu près de l'ordre de 400 000 $ par année. Donc il est fort probable que lorsqu'elle s'est retrouvée un petit peu aux abois après son divorce, elle se soit rappelée de cette activité de stripteaseuse qui lui ramenait un bon salaire, qu'elle se soit retournée vers cette activité pour pouvoir assurer le train de vie qu'elle avait avant son divorce. Pendant ce temps, la famille continue de rechercher le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a disparu dans le comté de Mesa. Et ce comté, c'est vraiment un comté avec beaucoup de canyons, beaucoup de verdure. Ce qui fait que ça rend les recherches très difficiles. Le terrain est très escarpé. On va retrouver quelques temps après des affaires de Paige au bord de l'autoroute 50, un peu dans le fossé, dans le caniveau. On va retrouver une carte de vidéo club, voilà, quelques cartes comme ça qui lui appartenaient, une carte de cinéma, je crois, des affaires du style, ce qui va donner encore un petit peu d'espoir à la police. Pour autant, la famille pense qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants, comme je vous l'ai expliqué. Du coup, la police va se pencher sur les clients qu'avait Paige et elle va pouvoir dégager quelques noms. Un des premiers suspects qui sera dégagé de la liste des clients de Paige, c'est George Coralluzzo, un peintre en bâtiment de 30 ans qui l'a appelé une vingtaine de fois le jour de sa disparition. C'est vraiment limite du harcèlement téléphonique, 20 fois. Et encore un autre détail qui va alerter la police, il quitte la ville 2 jours après la disparition de Paige. Donc on va commencer à faire un petit peu
à s'intéresser un petit peu à lui. Il y a une deuxième personne qui va être suspectée assez rapidement lorsqu'on va pouvoir identifier les clients de Paige, c'est Lester Ralph Jones. Alors lui, c'est un père de 2 enfants, il a 56 ans. On sait qu'il a déjà rencontré Paige 2 fois avant sa disparition et la police va donc obtenir un mandat de perquisition et va se rendre chez lui pour pouvoir perquisitionner sa maison. Lui, il est également suspecté parce qu'il est connu pour avoir un comportement violent. Il avait menacé sa femme, une de ses ex-femmes, donc ce Lester, il l'avait amené dans un endroit un peu reculé et il lui avait fait croire qu'il allait la tuer. Donc c'est aussi un peu un comportement de taré. Donc il fait assez figure de bon suspect. À peu près 5 ans après la disparition de Paige, un randonneur va retrouver des restes et ce sont les restes de Paige. Ce que la police pourra en dire, c'est que le corps devait être enterré très très profondément parce qu'il n'avait pas été déterré rapidement par des charognards ou des animaux qui peuvent détecter quand même l'odeur du cadavre même en étant enterré. Donc il devait être vraiment enterré très profondément. Sa mâchoire et son crâne sont intacts, ce qui permettra d'identifier Paige. On ne connaît pas la cause de la mort de Paige, mais on va retrouver quelques indices sur son corps. On la retrouve avec une pommette cassée. Elle a des traces de ruban adhésif sur le crâne, ce qui va permettre d'essayer de retrouver un ruban adhésif similaire. Et donc les fractures à la pommette ont été faites très très peu de temps avant sa mort. Donc elle s'est probablement battue avant sa mort. Il reste donc ces 2 suspects, George Coralluzzo et Lester Jones. George Coralluzzo, lui, va être assez rapidement écarté de la liste des suspects parce que il était dans le New Jersey et là de nouveau c'est un alibi qui est retenu par la police. Par contre, en ce qui concerne Lester, là c'est un petit peu plus compliqué parce que, vous vous rappelez, on a retrouvé la voiture de Paige quelques jours après sa disparition. Bah, en fait, cette voiture, elle a été retrouvée sur le parking en face du travail de Lester. C'est-à-dire que Lester, je crois qu'il était un truc genre vendeur, et la voiture de Paige en feu, elle a été retrouvée sur le parking, l'autre côté de la route. Bon, donc déjà, si c'est lui, il n'est pas super malin, donc bah, autant cramer la voiture carrément chez toi. Mais bon, bref. Ce qui... Ah aussi, c'est que on ne sait pas trop ce que la police a retrouvé lors de la perquisition chez Lester, mais il est tout à fait probable qu'ils aient retrouvé des éléments un petit peu suspects. En tout cas, le gars est pas très très net, hein, il avait déjà tenté de tuer sa femme, ou en tout cas il le lui a fait croire. C'est pas forcément très cool, ça dit pas forcément de lui qu'il est très stable. On découvre également qu'il a un tracephone. Il va nier avoir ce téléphone, mais on va retrouver une vidéosurveillance où on le voit acheter ce tracephone dans un Walmart. Et puis il a passé que 5 appels avec ce téléphone, et ces 5 appels, ils ont été émis sur le téléphone de Paige. Il y a un autre truc super bizarre avec ce Lester, c'est qu'un jour le shérif l'appelle pour lui dire qu'il a retrouvé la voiture de sa femme. Donc là on parle pas du tout de la voiture de Paige, mais de la femme actuelle de Lester. Donc le shérif l'appelle pour lui dire en gros on a retrouvé la voiture de votre femme, mais je crois que la voiture était inscrite sous son nom à lui, c'est pour ça qu'ils ont appelé Lester. Et en gros à un moment donné dans l'appel il répond... donc il dit au shérif, vous me demandez où est-ce que j'ai enterré le corps de cette femme? Voilà, là c'est super bizarre, donc bref, il a vraiment... Bref, il a le comportement du suspect parfait. La police l'arrête en novembre 2014, 7 ans après la disparition de Paige. Il opposera aucune résistance à son arrestation, il lui mettra même rapidement ses mains dans le dos, il savait qu'on allait l'arrêter. Et donc il sera jugé. En première instance, les jurys n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc il sera rejugé. Lester sera finalement déclaré coupable en 2015 et emprisonné à perpétuité sans possibilité de libération. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Paige Birkfield. J'espère que cette histoire vous a plu. À tout bientôt pour une nouvelle histoire de crime et enquête.